La maison de vente aux enchères Bonhams Cornette de Saint-Cyr vient d'ouvrir un département d'art africain et océanien à Bruxelles et profite de Parcours des Mondes pour exposer à Paris les œuvres constituant cette première vente qui, elle, aura lieu en décembre. Émilie Joly, fraîchement nommée directrice de ce département, est avec nous. Merci beaucoup. Merci Sybille. Alors, première question. Donc, ce département, ça fait un mois qu'il a été inauguré. Pourquoi avoir ouvert ce département? Pourquoi Bonhams a fait le choix d'ouvrir ce département maintenant? Alors Bonhams, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un réseau global de maisons de vente aux enchères, un peu partout internationalement. Et c'est également la maison de vente aux enchères qui a la plus grande diversité de départements ou de catégories de collections. Et donc dans ce cadre de diversification, ils ont pensé bon d'ouvrir un département d'art d'Afrique et d'Océanie en Europe, parce qu'il y en avait déjà un aux États-Unis. Donc voilà. Mais c'était pour profiter d'une conjoncture, ou est-ce qu'il y avait ou alors vous aviez des objets que vous avez réussi à rassembler qui étaient particulièrement intéressants, donc vous vous êtes dit que ça liait, vous pouviez lancer un département? Alors je pense que l'Europe, c'est intéressant pour les arts d'Afrique et d'Océanie, parce que ça a été et ça reste toujours la place centrale du marché. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a la plus grande concentration de collectionneurs, d'acteurs tels que les marchands, les intermédiaires, les maisons de vente, les institutions. Et donc, comme il y a une grande concentration d'objets, disons, en Europe, ça fait tout à fait sens de développer un département ici. Et là, vous l'avez développé à Bruxelles. Est-ce que par rapport à Paris, Bruxelles est vraiment une place de choix, ou Paris, c'est à peu près la même chose? C'est vrai que Parcours des Mondes est à Paris, oui. Mais Bruxelles, c'est vraiment connu aussi comme étant une institution et la place peut-être traditionnelle de ces arts. Oui, tout à fait. Donc Bruxelles est aussi une place importante. Il y a aussi une grande concentration de marchands et de collectionneurs. Mais pour être tout à fait honnête, Paris reste la capitale, si on peut dire, des arts primitifs. C'est Paris qui accueille, comme vous l'avez dit, la plus grande foire internationale dans le milieu. C'est souvent aussi à Paris qu'il y a les grandes ventes. Mais Bruxelles reste un choix stratégique, de par le fait qu'il y a tous ces collectionneurs, mais aussi il y a tellement d'acteurs à Paris, c'est intéressant de peut-être faire ça à côté. Bruxelles, c'est pas très loin non plus. Oui. Et puis ensuite, c'est ça aussi la qualité, entre guillemets, du réseau Bonhams. C'est étant donné qu'il y a des salles de vente un peu partout, notamment à Londres, à New York, à LA, à Paris. Si maintenant on se retrouve face à une collection qui fait beaucoup plus sens de vendre, que ce soit à Paris ou à Londres, on aura l'opportunité de le faire. Même chose pour exposer les objets d'ailleurs. Et là, c'est vrai que donc on parle de Parcours des Mondes et vous présentez les œuvres d'art pour une future vente en ce moment même. C'est pour attirer quel type de collectionneur? Est-ce qu'il y a des particularités liées à Parcours des Mondes et à Paris, ou... Je crois que c'est juste la plus grande concentration annuelle des collectionneurs. Les collectionneurs américains, par exemple, viennent en général pour le Parcours des Mondes. Et donc, c'est une opportunité un peu unique pour montrer des objets. Maintenant, ce n'est pas toute la vente qu'on va pouvoir montrer, parce que, comme vous avez dit, on a lancé le département il y a un mois. Donc, c'est encore assez frais. On parle d'une sélection d'objets. On va montrer une trentaine d'objets. On est toujours en train de chercher des pièces et sourcer des lots. Mais c'était à la fois un argument pour avoir des objets et puis aussi pour lancer le département, entre guillemets, en grande pompe. Et justement, pour cette première vente, qu'est-ce que vous allez présenter dans ces 30 objets dont vous parliez? Qu'est-ce qu'il y a comme peut-être figure de proue? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement notable? Alors oui, il y a un moko, donc c'est une statue d'homme lézard de l'île de Pâques. Ça, c'est vraiment, on parlait du marché un peu plus tôt, c'est vraiment le type d'objet que recherche tout collectionneur. D'accord. Dans le sens où ça va rassembler différents critères qui sont, l'authenticité, heureusement, mais un objet qui est rarissime, parce que tout ce qui est objet de Polynésie, c'est pas des objets qu'on retrouve facilement sur le marché. Les hommes lézards de l'île de Pâques, on en connaît une 50aine, en fait, donc c'est encore plus rare. Et puis, surtout, on fête cette année donc, le centenaire du manifeste du surréalisme d'André Breton, et c'est un objet qui a appartenu à André Breton, donc une provenance qui est fantastique. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, à la fois les qualités esthétiques, l'authenticité et puis une provenance, donc un objet avec une histoire. Ça, c'est vraiment les ingrédients qui font qu'un objet a de la valeur sur le marché actuel, ou en tout cas ce que les collectionneurs recherchent.
Et là, il y a quand même pas mal d'objets venant d'Océanie. Est-ce que c'est un chemin qui est porteur? C'est vrai qu'on a encore vu beaucoup de très grandes ventes d'art provenant d'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le développement maintenant de l'art océanique? Alors, je crois que l'art d'Océanie était tout aussi apprécié, même déjà au début du XXe, ne fût-ce que par les artistes, comme Breton, Picasso, Braque de Reims, pour ne citer que cela. Mais c'est clair que les prix les plus forts, en général, sont réalisés par des pièces issues de l'Afrique. Maintenant, quand on voit, lors d'une dernière grande vente qui a eu lieu récemment, la collection Barbier-Muller, qui est vraiment... voilà, une collection très importante. Il y a différents objets. Tous les objets qui ont été préemptés étaient des objets d'Océanie. Donc, voilà, il y a peut-être une tendance là dans le marché. Mais bon, l'Afrique continue à réaliser des prix très forts. Et est-ce qu'il y a des œuvres qui pourraient intéresser des jeunes collectionneurs? C'est vrai que je pense souvent à eux en me disant qu'est-ce qui pourrait les intéresser, et aussi quels conseils vous pourrez donner pour qu'ils aient un regard peut-être avisé et formé pour analyser les œuvres qui sont en face d'eux. Alors d'abord, je dirais de discuter avec des acteurs du marché. Il faut savoir qu'on a la chance d'être dans un milieu où les gens sont tous vraiment passionnés. Ils ont un intérêt qui est réel pour les objets, leur contexte, leur histoire. Et souvent, c'est des gens qui aiment bien partager. Et donc, il faut profiter de cette richesse et donc échanger, que ce soit avec d'autres amateurs, des marchands, des spécialistes dans les maisons de vente. Il y a aussi pas mal en Europe de musées avec des collections fabuleuses. Et donc, aller voir les objets dans les musées, aller aux expositions thématiques et consulter tous les ouvrages de référence qu'il y a sur le sujet. Et puis surtout, aller dans les maisons de vente aux enchères. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une variété d'objets qui est très diverse. Il y a des objets aussi souvent à des prix très différents. En tout cas, c'est notre ambition chez Bonham. C'est vraiment de présenter des objets qui ont des prix plus accessibles, mais toujours de qualité, avec des objets comme voilà, le Moko de Breton dont on a parlé, qui a une estimation basse plus importante, mais parce qu'elle reflète l'importance de la pièce en tant que telle. Mais donc là, vous allez voir des objets avec toutes sortes de prix et de différentes zones géographiques. Et souvent, vous allez avoir l'opportunité de manipuler les objets, ce qui est extrêmement important dans le milieu. Et vous ne pouvez pas toujours faire ça. Pourquoi est-ce que vous conseillerez de manipuler les objets? Parce qu'on a un rapport comme ça sensible. Il faut les prendre en main, voir, je ne sais pas moi, quel bois c'est, l'odeur que ça a. Et donc, c'est important de pouvoir avoir les objets en main pour vraiment se rendre compte de la patine, la qualité. Et donc, ça, c'est une opportunité qu'on a en maison de vente. Et puis, ça nous donne aussi l'opportunité d'avoir une idée des prix que réalisent les objets. C'est des prix qui sont plus visibles que les prix qui sont en galerie. On n'a pas toujours le courage de demander à un marchand quel est le prix d'une pièce. Et puis le prix affiché n'est pas toujours non plus le prix vendu. Bien sûr. Donc il y a cette espèce de transparence en fait qui permet de suivre le marché et puis aussi de se créer un œil justement en voyant beaucoup d'objets. Là, je sais que dans votre vente, donc si je prends les fourchettes basses, c'était de 5 000 à 80 000 à peu près dans les... Alors ça dépend, parce que ça c'était probablement les pièces qu'on amène ici, qui sont un peu des pièces plus importantes entre guillemets. Mais il y a moyen de trouver aussi des objets pour, je dirais, le minimum, c'est autour de 1 000 euros. Et puis après, il n'y a pas de limite. Ça peut... Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour justement ces jeunes qui pourraient être un peu frileux à l'idée de se tourner vers des arts qui sont extra-européens, parce que justement, il y a eu tellement de choses dites sur les provenances, etc. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer? C'est clair que voilà, la provenance est de plus en plus importante et maintenant c'est à nous d'avoir cette rigueur et de justement quand on avance une provenance de pouvoir la documenter et la prouver. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être frileux. Je veux dire, toutes les maisons de vente aux enchères et les marchands font ce travail et je crois que c'est un travail qui maintenant est inévitable. Et donc il faut pas que ça rende les gens frileux. C'est justement un monde qui s'ouvre aux jeunes collectionneurs, qui est tout à fait différent. C'est des objets qui ont servi dans un contexte rituel, donc qui n'avaient pas été faits comme de là avec un but purement esthétique. Et donc, il y a toute une histoire, toute une anthropologie, toute l'histoire de culture là derrière qui sont extrêmement intéressantes. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, Émilie Joly. Je rappelle que vous êtes directrice du département d'art africain et océanien chez Bonham Scornet de Saint-Cyr. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.